Bonjour et bonsoir. Nous allons commencer. Merci pour la patience. Un bienvenue à toutes et à tous pour célébrer ce moment du 20e anniversaire de l'association AFAS, Action des femmes africaines solidaires pour le développement. Nous sommes dans la joie de vous accueillir au sein de cet immeuble de coworking où nous travaillons pour l'accompagnement des porteurs de projets que nous avons déjà initié depuis la fondation de notre association qui date du 26 mars 2001. 20 ans et plus. Ça mérite quand même qu'on se retrouve après cette crise sanitaire qui nous a tellement frappés. Donc on n'a pas pu être à temps, mais on s'est dit dès qu'il y a la réouverture des activités, il faudrait quand même qu'on commence à se revoir dans la joie, dans la convivialité, avec ceux qui nous ont toujours accompagnés. Donc ici présents, nous avons toutes les personnes qui ont été là à nos débuts, qui nous ont accompagnés tout au long de notre croissance et développement et que nous voulons honorer aujourd'hui. Parce qu'une association sans des adhérents, c'est quand même comme une maison vide. Mais quand on se retrouve avec celles ou ceux qui ont cru à notre vision dès le départ, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Et il a fallu attendre ce moment de réouverture des activités ici en France pour pouvoir espérer que nous pouvons nous revoir encore en présentiel. Donc à vous tous, je dis un grand merci. Merci d'être là. Merci à tout et chacun avec ses dons, ses capacités et ses compétences. C'est ce qui fait la réussite de cette journée aujourd'hui où nous voyons des talents s'exprimer. Ça a été toujours le rêve de l'association AFAS. Par rapport au stand installé, si vous l'avez déjà visité, parce que nous vous avons laissé beaucoup de temps à explorer les porteurs des projets que nous avons jugés vraiment qui ont des projets innovants et qui seront en même temps présentés comme les lauréats pour le prix AFAS 2022. Donc je m'appelle Olivier Bourguin et je représente ici ce soir l'association Comment Apprendre, qui est une association qui œuvre dans le domaine de l'éducation scolaire, mais pas uniquement, puisqu'on aide aussi des parents et des parents, des enseignants, des élèves, mais à tous les niveaux d'études. Mais ce soir, j'ai fait un exposé rapide sur une des barrières, parce que en fait, 3 barrières ont été identifiées qui bloquent l'apprentissage et qui peuvent même conduire jusqu'au décrochage scolaire. Et donc, j'ai présenté rapidement une des premières barrières à l'étude, qui est le phénomène des mots mal compris et toutes les conséquences désastreuses que ça peut avoir pour quelqu'un. J'avais pris l'exemple d'une personne qui lit un livre qui peut l'intéresser, même si c'est un roman ou quoi, pas forcément dans le sujet de l'étude. Et puis je me suis aperçu que dans tout le monde, ici dans la salle, avait déjà observé ce phénomène du vide mental, du blanc, d'arriver au milieu de la page et puis ne plus savoir ce qu'il était en train de lire. Voilà. Donc on a identifié cet aspect-là a été identifié très précisément comme étant une conséquence d'avoir dépassé un mot ou un symbole dans la page qui était mal compris. Je m'appelle Claude Marinelli, je suis en fait un consultant management organisation et j'ai beaucoup travaillé dans tout le domaine humanitaire pour aider en fait les pays en voie de développement. Le sujet que j'ai abordé en fait concernant les buts, c'est que souvent les gens en fait
ont des rêves et les abandonnent trop facilement. Et en fait, cet outil qui demande à être développé parce qu'il y a en fait un cours en ligne qui existe, que vous pouvez en fait me demander. Donc cet outil-là est fait en fait justement pour que les gens n'abandonnent pas leurs rêves. Et souvent, les visions qui sont faites par les gens sont abandonnées parce qu'à la première barrière, à la première opposition qui se trouve, tout s'effondre dans leur propre univers personnel. Et cet outil, il est fait justement pour préserver le rêve du créateur. C'est-à-dire que les gens qui font de la création, il n'y en a pas beaucoup. Parce que dans la société, il y a des locomotives et des wagons. Et donc tout wagon ne peut pas devenir une locomotive. Donc ça veut dire que les gens qui originent de faire des choses, il faut en prendre soin, les aider, les accompagner, parce qu'ils vont être porteurs de survie pour beaucoup de gens plus tard. Et donc c'est important qu'ils aient en fait, moi je prône en fait la responsabilité sociétale des entreprises, dans le sens où elles ont non seulement un rôle économique, mais un rôle social aussi à jouer, parce que le travail, on y passe 70% de notre temps. Donc ça veut dire que si on ne se réalise pas dans le domaine du travail, on aura du mal à se réaliser ailleurs. Et tout ça, c'est contributif, c'est-à-dire que le bien-être de l'individu dans son couple, dans ses projets personnels, etc., va de pair avec son bien-être individuel dans l'entreprise. Oui, je suis Romuald Diomo, donc je suis le délégué général de l'association Agis, Note et Innove, plus connue sous le nom de ANI International. Nous avons été invités par l'association AFAS pour aborder à la fois les questions liées à l'autonomisation de la femme, la fracture numérique et comment y remédier. Donc ce que nous avons essayé de dire pendant cette intervention, c'était le grand intérêt qu'il y avait à contextualiser la situation de la femme migrante en général, de la femme entrepreneur migrante, et comment est-ce qu'elle peut s'en sortir dans un environnement où tout est digitalisé. Comme vous savez aujourd'hui, pour tous les impôts, la CAF, la création d'activités économiques et tout, il faut passer par Internet. Et vous savez très bien que généralement, y compris pour les femmes qui ont pris la parole tout à l'heure, il leur est difficile pour certaines de s'exprimer en français. Comment vont-elles faire pour pouvoir accéder à des droits? Comment peuvent-elles faire pour accéder à des droits? Donc, nous sommes venus ici. Annie est venue ici justement par rapport à son projet Act for Women, présenter ce projet que nous avons qui a pour ambition de permettre à ces femmes à la fois d'aller progressivement vers la digitalisation en tenant compte des difficultés qui sont les leurs. Je m'appelle Moustapha Abdouraouf. Oui, j'ai parlé de beaucoup de choses concernant notre continent. À savoir comment mettre les femmes au travail, les femmes qui sont dans les villages, les jeunes filles qui sont dans les villages, comment développer aussi un système éducatif dans les villages, dans certains pays où l'école, l'enseignement est complètement absent. Et donc ça nous sommes en train de mener des actions dans certains, je peux dire dans 3 pays en Afrique. Ce ne sont pas des expériences parce que nous sommes en train d'implanter des choses qui vont être vraies en Centrafrique, au Cameroun et au Gabon. Parce qu'on s'est rendu compte que nous qui avons eu la chance d'être en Europe, on a des choses à apporter à nos proches, à nos villes, à nos villages, à nos pays. En étant en Europe, on a le choix. Ce choix, c'est d'apporter ce qu'il y a de mieux qui marche ici et qui peut marcher là-bas pour aller l'implanter. Un exemple très simple, les femmes en Afrique, c'est elles qui font le plus de travail agricole. Et ce travail peut évoluer vers aussi un travail rémunérateur, à savoir la demande mondiale de plantes médicinales. Et ce ne sont pas les terrains qui manquent en Afrique. C'est juste une organisation logique de plantation, d'entretien et ensuite d'exporter. Parce que la demande mondiale est très très forte en termes de plantes médicinales.
Vous voyez, donc nous avons discuté, nous avons amorcé un début de projet avec l'université catholique de Bangui. Parce que c'est une université agricole catholique de Bangui, pour justement, puisque les terrains y sont, un pays comme le Centrafrique, il y a à peu près 15 à 20% de la surface qui est occupée. Le reste, ce sont des champs, des vastes champs en hectares, à milliers d'hectares. Et ces champs-là, si on les oriente vers des cultures rémunératrices, je pense que ça peut changer un peu la donne pour que les femmes puissent avoir non seulement du travail, mais aussi avoir des revenus pour garantir la scolarité des enfants, par exemple. Comme je disais que nous sommes des mendiants assis sur un banc en or. Parce que tout le sous-sol africain est bourré de minerais, et ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça fait plus de 60 ans que nos pays sont indépendants, et ça fait plus de 60 ans qu'on est toujours pauvres, et ça fait plus de 60 ans que c'est toujours les mêmes sociétés qui viennent spolier nos matières premières et se rendre riches et nous rester pauvres. Maintenant, il faut changer la donne. On a actuellement, l'Afrique a de plus en plus de jeunes diplômés. Ce n'est plus la génération des indépendances qui est au pouvoir. Ce sont des nouvelles générations. Ces nouvelles générations, il faut qu'ils adaptent leur vision par rapport au monde dans lequel nous vivons. J'ai connu d'abord le mentor Bintou il y a une vingtaine d'années, et donc elle organisait énormément de plateformes autour de l'auto-entreprise féminine. Et donc tout au long de son parcours, nous avons eu différentes activités, et donc parfois autour de la chambre économique dont je suis le PDG, et je pourrais dire qu'elle a effectué un travail remarquable parce qu'elle a installé une banque alimentaire, elle a créé des lignes de financement pour les projets, les start-up des femmes. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. De plus, par rapport à son charisme en fait, et par rapport au travail de son père, elle a été introduite dans les sphères politiques. C'est dire qu'elle occupe en fait elle joue un rôle modèle dont la société contemporaine, afro-contemporaine, a besoin aujourd'hui en France, dans la francophonie et en Afrique. Nous sommes vraiment dans la joie de finir notre événement par cet acte de reconnaissance à tous les porteurs de projets qui ont su travailler toute l'année. Et donc, AFAS est ravi de vous offrir ces prix en guise de reconnaissance de vos talents. Merci à vous. Continuez comme ça, que les projets aillent de l'avant et nous serons toujours là pour vous. Et puis, soyez là cette année encore et encore, qu'on aille de l'avant, ensemble, tous ensemble. Je vous remercie. Moi, je vais vous dire une chose. Mon témoignage, il est quoi? Comme tous nos interlocuteurs nous l'ont si bien dit ce soir, la vie est un combat. La vie, c'est la persévérance. La vie, ce sont les actions. Vous posez une action, viendra une réaction de cette action posée. Dans la vie, nous devions apprendre à poser les bonnes actions. Nous devions apprendre à nous entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et non vers le bas. Moi, j'ai décidé de faire de ma vie quelqu'un qui veut être en haut et non en bas. Donc, je m'entoure de personnes qui me portent vers le haut. Je m'entoure de personnes où il y a un partage mutuel. Je m'entoure de personnes qui seront là, même quand je serai à genoux, parce qu'il n'est pas interdit d'être à genoux, mais il est interdit de ne pas se relever. Ça, c'est ma devise. Ce soir, j'aimerais vous donner un témoignage. Je n'aime pas parler des autres. J'aime bien parler de moi-même. Car on ne peut que parler de personnes qui peuvent se défendre. Et parler de quelqu'un qui n'est pas là, vous ne lui laissez pas la possibilité de se défendre. Ce n'est pas fair play. Voilà pourquoi j'aime dire que j'aime parler de moi. Je suis une orpheline.
de mère. J'ai vécu et j'ai connu la haute société dès mon plus bas âge. Mais du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Je n'avais plus ce repère de me dire « je viens d'eux ». Mais tu viens d'eux, c'est bien beau. Mais c'est eux qui l'ont fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui? Tu continueras toujours de dire « je viens d'eux » ou tu deviendras? C'est de ça qu'il s'agit. Orpheline que je suis, je n'ai jamais baissé les bras. Je n'oublierai jamais la mort de ma mère. J'avais 19 ans. J'avais des frères et sœurs en bas âge. 8 ans pour les plus jeunes d'entre elles. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Car quand on perd son pilier, car quand on perd une mère, c'est limite la fin du monde. Pour ceux-là qui ont encore leur mère, respectez vos mères, adorez vos mères, chérissez vos mères. J'avais 19 ans. C'est une adolescente, une jeune adulte, une adolescente qui rentre dans l'âge adulte, on va le dire. J'ai regardé mes frères et sœurs. Ma grande sœur, celle même qui était plus grande que moi, elle était cadavrée même, comme on dit chez nous. Elle ne voyait plus rien. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va s'attraper la main dans la main. On va terminer nos études. Et pour ceux-là d'entre nous qui ne réussiront pas à terminer, on poussera les plus petits à terminer. Aujourd'hui, l'un de mes frères que j'ai élevé, je suis fière de dire qu'il parcourt les plateaux de télé. C'est l'un des plus grands financiers dont je ne citerai pas le nom que peut-être vous connaissez. Je suis fière de dire que l'une de mes sœurs est infirmière. Je suis fière de dire que l'une de mes autres petites sœurs est une cadre aujourd'hui à l'armée française de la terre. Et j'ai les miens, j'ai mes enfants aujourd'hui et qui excellent. Et moi-même, je suis fière de dire que je suis aujourd'hui présidente de Émergence Créative, une association fière d'appartenir à AFAS, avec qui je marche bien évidemment main dans la main, fière de dire que je n'ai encore pas atteint le sommet que je vise, mais que tout est possible quand on a une vision. Tous. Boa noite a todos. Voilà, merci. Bon, je suis Bibiana Daniel, je suis angolaise, j'habite à Paris depuis 2014 avec ma fille. Quand Maman Bitou m'a invitée de venir témoigner, je me suis dit, waouh, j'ai un long parcours, si je commence à raconter, on va dormir ici. Mais après que j'ai entendu les témoignages de notre sœur, je voulais vous parler de la résilience. Faire face aux problèmes et continuer. Malgré tout, quoi qu'il arrive, on doit savoir qu'il faut que j'avance. Il faut que j'avance pour moi. Il faut que j'avance pour les gens qui comptent sur nous. Parce que l'année dernière, j'ai perdu la personne plus chère au monde, que c'était ma mère. Ma mère est décédée d'un AVC. 2 jours après l'enterrement de ma mère, il y a son père qui est décédé de l'AVC aussi. En janvier. En novembre, il y a la maman de ma mère qui n'a pas supporté, qui a décédé aussi de l'AVC parce qu'elle était déjà malade depuis 17 ans. Et après, c'est le père de ma fille qui est décédé. Dites-moi, vous pouvez imaginer comment une personne, même conduit la femme forte, 4 personnes très importantes décédées dans un seul année, comment on reste? Mais malgré tout, j'ai dit, il faut que j'avance. Il faut que je continue. Malgré que mon cœur saigne, malgré que je pleure, là, je suis mal, j'ai toujours la douleur. Mais je me suis dit, il faut que j'avance. Parce que j'ai des objectifs dans ma vie. J'ai des rêves. J'ai une fille qui aujourd'hui, elle est à la fac, qui est en train de faire un parcours brillant. Et j'ai trouvé la force dans le travail que j'ai fait d'aider les autres. Si vous savez qu'il y a un pouvoir qu'on se sacrifie pour les autres, c'est là où je trouve ma force. Je travaille, je dis, je suis née pour servir. Donc aujourd'hui, on lance un projet, l'alphabétisation pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui
parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont jamais été à l'école, donc ils ne peuvent pas accompagner leurs enfants. Donc, dans ma propre expérience, ma fille, quand elle arrivait en France, elle avait 14 ans et demi, elle ne parlait pas français. Donc, au collège, elle a subi beaucoup de difficultés. J'ai reçu des courriers à la maison qu'on m'a dit « Votre fille ne va pas réussir, il faut qu'il aille au lycée pro ». J'ai dit au directeur « Merci », mais moi, en tant que maman, je n'ai rien fait. Pendant 1 an et demi, j'ai travaillé. Je commençais à aller à la bibliothèque pour prendre les cours de troisième, de maths et français, pour donner le cours à ma fille. Ma fille, elle a obtenu son brevet avec mention. Et elle a dit, maman, il faut que je fasse un bac en général en littérature. Ma fille, elle a obtenu avec mention. Et là, elle est en deuxième année à la fac de Nanterre, elle fait en deuxième année de psychologie. Et je suis tellement fière de vous dire, ne laissez personne à prendre des décisions dans votre place pour vos enfants. Vous êtes la seule personne. Peu importe d'où nous venons, on doit savoir qu'on a des valeurs, qu'on a des capacités de faire des choses extraordinaires. Moi, peut-être, je suis la seule Angolaise que vous allez me voir partout. Parce que maman habituelle est là et c'est. Moi, je dis, je ne vais pas rester à la maison, je ne vais pas dépendre des aides sociales, je vais montrer qui je suis, j'ai la capacité de la contribution dans ce pays. Donc, c'est ça que j'ai fait. Mon association, depuis le confinement, on a distribué 13 350 barquettes alimentaires. Donc, juste pour vous dire qu'on peut faire des choses dans ce pays qui nous accueille des bras ouverts, malgré la discrimination, malgré la difficulté, malgré qu'on mette des barrières, on doit dire, moi je suis capable, parce que si je suis fait, si je continue à faire, donc tout le monde qui est dans cette salle peut faire des choses extraordinaires. Je suis une artiste peintre calligraphe. Je suis venue aujourd'hui pour représenter cet art qui en fait qui m'a libérée, mais c'est lui qui m'a sauvée. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, mais c'est à travers cet art que je m'exprime. Et j'ai décidé que j'ai sorti un projet le 8 mars, le jour du droit de femmes. J'ai dessiné des portraits de femmes célèbres du monde entier. Et on a mis ça sur plusieurs articles. Et aujourd'hui, j'ai ramené avec moi des t-shirts avec des messages positifs. Ouais. Des calligraphies arabes et j'ai dessiné les femmes à partir de leur prénom, avec les lettres. Ouais. Donc Okandi, qui signifie notre maison, chez nous en Soninké, c'est une marque d'infusion. Donc c'est des plantes africaines, comme l'a souligné tout à l'heure, l'importance des plantes, l'importance du naturel. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est valoriser la pharmacopée africaine à travers cette marque Okandi. Donc c'est des infusions de plantes qu'on va retrouver. J'ai commencé avec la racine de vétiver. Et je continue avec l'hibiscus, la citronnelle. Et la scène idéale, comme ça a été mentionné, c'est vraiment de valoriser et de mettre en avant toute la culture et la pharmacopée africaine. Donc c'est vraiment mon souhait. Donc j'ai commencé avec les infusions, je souhaite continuer dans cette voie-là. Et je suis également membre du collectif Sorority. Donc le collectif, c'est un groupe de femmes en fait, un peu comme Mabintou, que j'ai rencontré justement où j'expliquais qu'avec d'autres femmes entrepreneurs, on a décidé de se réunir et de former un collectif pour s'entraider et mettre en avant cette solidarité. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de se dire, on a un partenariat, de pouvoir apprendre et transmettre de tout ce que Mabintou a pu faire et que nous, entre guillemets, la nouvelle génération, puisse marcher sur les pas et faire encore de belles choses. Moi, je me suis battue ici en France aussi pour arriver là où je suis. En fait, j'ai fait 44 ans ici. Je suis venu en 78, j'avais 26 ans. Donc, les études, c'était pas facile à l'époque. On a vécu
On disait les chambres des bonnes. C'est là où on a vécu, au 7e étage. Mais, comme j'ai entendu ici la détermination, je suis quand même arrivé là où je pouvais arriver. C'est-à-dire, je suis arrivé comme à la fin, enseignant ici en France. J'ai enseigné sciences de la vie et de la terre, SVT, comme on dit. Je suis retraité. Ça fait 5 ans de la retraite. Alors, à la retraite, je dis, il faut que je continue, je ne vais pas dormir. J'ai commencé à écrire. C'est pourquoi j'ai beaucoup de casquettes, mais je serai très bref. J'ai écrit mon premier livre, qui est là, qui se trouve là-bas, Nutrition et alimentation au Congo-Kinshasa. Parce que j'ai vu que l'alimentation partout dans le monde, c'est une culture. Le repas que nous mangeons, les fognons, les maniocs, les bâtons de manioc, tout ça c'est une culture dans notre pays, même ici. Quand les gens parlent de caviar, on voit déjà la Russie, on voit pas mal de pays. Chez nous, on parle de feuilles de manioc, les sakasaka, et ainsi de suite. C'est notre culture, il faut le manger. C'est pourquoi j'ai écrit un livre sur ça, sur la nutrition. Après, je dis, écoutez, l'alimentation et la nutrition provient en amont de l'agriculture. Je dis, je dois écrire sur l'agriculture. Du coup, j'ai écrit un deuxième livre sur l'agriculture, mais 60 ans après. Parce que l'agriculture, quand nos pays, en 1960, ont déclaré, disons, ont eu les indépendances, entre guillemets, on était contents. Mais 60 ans après, qu'est-ce qui se passe? Mais l'agriculture souffre toujours. Il y a des points de famine en Afrique. Ce n'est pas normal. J'ai fait une conférence sur l'eau. Il n'y a pas longtemps, il y avait la journée de l'eau. Mais dans certains pays, l'eau, c'est pas possible. On ne trouve pas l'eau en Afrique. Il y a des gens qui ont des robinets où il n'y a pas d'eau en Afrique. C'est grave. 26% de la population congolaise ont accès à l'eau potable. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. 60 ans après. Alors j'ai écrit un livre là-dessus. Pour terminer, j'ai dit, à la retraite, il faut continuer à travailler. Alors, on s'est mis à 4. Il y a 4 retraités. On a dit, il faut qu'on crée une ferme. Ah oui, on était tous contents. Mais comment faire? Il y a un monsieur qui a parlé de la création d'entreprises par Internet. Nous, non. Nous sommes allés à Kinshasa. Il y a un guichet unique pour créer l'entreprise. Mais ce guichet, on nous a remis un statut. Le statut est valable pour plusieurs pays d'Afrique pour créer l'entreprise. C'est le statut de OHADA. Ouais. Donc, c'est un statut qui peut vous couvrir dans d'autres pays en dehors de la RDC. Parce que c'est le même pour créer l'entreprise. Moi, je suis là déjà pour 2 raisons. Maman Bintou, c'est une maman. Et puis, j'ai mon père qui a travaillé très longtemps avec elle. Très, très longtemps. Et quand j'ai appris que 20 ans d'existence, je lui ai dit, mais ça se fête, en fait. Ça se fête parce que c'est pas pour... j'ai vu beaucoup d'associations commencer, faire 1 an, 2 ans, mais 20 ans, c'est énorme. C'est énorme. Alors moi, je suis une femme multifacette, si je peux dire ça, multifacette, parce que je suis maman d'un petit garçon de 12 ans qui a un handicap. Et son handicap, au lieu que je me cache, ça m'a poussée à plus, ça m'a boosté à travailler. Mon fils est né avec un handicap moteur. On m'avait dit qu'il ne marchera jamais, mais il marche. On m'avait dit qu'il ne parlera pas, il parle. On m'avait dit que je ne pouvais pas être maman d'un fils handicapé et être entrepreneur. J'entreprends et je suis maman d'un fils handicapé depuis 12 ans, mais qui marche. Il a eu une greffe de foie, il se porte très très bien. Et en fait, c'est que j'aimerais dire, en fait, mon entreprise, c'est Jardin de Nativité. Je fais tout ce qui est fleurs, décoration, et puis traiteur. Mais en même temps, j'accompagne beaucoup les femmes. Parce que, pourquoi des femmes? Parce que je me suis rendu compte, surtout dans ma communauté, l'handicap d'un enfant était une honte.
C'était une honte, beaucoup s'est caché, pour eux il fallait abandonner un rêve et puis avoir un accompagnement. C'était en fait pour moi important d'accompagner et les familles et en même temps les parents. Pourquoi? Parce que souvent, on peut vivre facilement le handicap de l'enfant si on est bien entouré. Et souvent, la famille est là avec des conseils qu'il ne faut pas, vu il faut abandonner. On n'abandonne pas un enfant avec un handicap quand c'est pris en charge très tôt. Il y a des fortes chances pour que l'enfant aille bien. Donc souvent on se dit que bon, les psychologues c'est que ça va pas. Non, les psychologues c'est important parce que pour accompagner un enfant avec un handicap, c'est très important qu'on vous accompagne psychologiquement. Autant l'enfant, autant vous. Parce que moi je suis capable avant de pleurer. Et tout ça, je renvoyais de la tristesse à mon fils et ça ne l'aidait pas. Mais j'étais capable maintenant de le dire que tu sais chérie, à me baisser dans ses yeux, lui dire que tu sais chérie, c'est la colère, c'est pas contre toi, mais c'est contre la maladie. Et que moi je t'aime, je sais que ça va aller. Donc même quand je pouvais pleurer, je pouvais lui dire que je pleure pour telle raison, mais pas contre toi. Et ça m'a aidé. Ça a été mon booster. Donc pendant que j'étais avec lui à l'hôpital, quand il dormait, moi j'étais là avec mes cours en ligne, en train d'apprendre, de refaire des métiers que je voulais, la déco, reading planner, d'autres cours que j'ai pu faire. Ça a été vraiment. Et puis j'étais très bien entourée, surtout par mon père. Surtout par mon père, parce que mon père c'est un féministe. Mon père c'est un féministe, il m'a beaucoup encouragée, et surtout mon mari. J'ai la grâce d'avoir mon mari qui a un métier, parce que c'est très difficile d'être maman d'un fils handicapé et un mari militaire. Non. Mon mari est militaire, mais en fait, les deux sont deux personnes qui m'ont le plus boosté à part Dieu. Vraiment le plus boosté. Donc c'était pour dire que c'est possible. Je m'appelle Chanda Miguel, je suis de la Guinée-Bissau, j'ai une association ici en France. C'est une association qui s'occupe des enfants handicapés autistes ici en France et en Guinée-Bissau. Le but de cette association, c'est de mise en place une ferme en Guinée-Bissau. En 2019, on était parti avec Maman Bintou, avec l'équipe d'AFAS, pour le travail avec les enfants handicapés en Guinée-Bissau. Je dis merci pour l'invitation et pour les partenariats avec AFAS. Et merci à toutes les équipes d'AFAS avec le travail que vous avez fait, la salle qui est bien décorée. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Le travail, on va continuer à travailler avec Madame Molongo, la présidente de AFAS. On a déjà travaillé beaucoup avec les enfants en Guinée-Bissau. On a les terrains, on a commencé à construire un centre d'hébergement qu'on va accueillir les enfants en situation de handicap. Elle va continuer parce qu'elle connaît mon projet par cœur. Comme je suis la Guinée-Bissau, c'est portugais. J'ai du mal à parler français. Mais je pense que vous avez compris un peu. Merci, Maman. Merci. Madame Kavoulou Rebecca, la présidente de la maison de la seconde chance Ressana. Donc la maison de la seconde chance, ça veut dire pour aider les enfants et les orphelins, les enfants abandonnés, comme on les appelle les enfants de la rue, mais pour moi ce ne sont pas des enfants de la rue, parce que la rue n'enfante pas. Donc c'est pourquoi vraiment que je tiens à aider, et surtout les orphelins, et travailler avec le veuve. Le but c'est pour faire un orphelinat et travailler avec des veuves, parce que moi-même je suis veuve et mes enfants sont des orphelines. Donc quand j'ai vu comment j'ai géré mes enfants, c'est par la grâce de Dieu aussi qu'aujourd'hui j'ai vu comment je me suis battue pour la vie de mes enfants. J'ai dit, donc on est aussi capable d'aider les autres qui se sentent qu'ils ne sont pas capables, alors qu'il
ils sont capables, si tu te mets dans la tête que je suis une mère, je suis un père, donc tu fais la part des choses. Tu peux réussir dans la vie. Parce que dans mon pays, beaucoup sont négligés, croyant que voilà, j'ai perdu mon mari, je ne travaille pas, comment je vais m'en sortir? Alors qu'il y a tous les moyens qu'on puisse s'en sortir pour élever les enfants. Donc c'est pourquoi but que je puisse travailler avec ces femmes-là, de les donner la joie, de les donner envie de dire que oui, je suis veuve, mais je ne suis pas seule. Donc je peux aussi faire quelque chose. Donc on a tous les moyens de donner à nos enfants pour qu'ils puissent réussir. Et ici, comme maman a dit, et j'ai remercié beaucoup ma maman, et je l'appelle toujours ma présidente, mère de mère. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est une mère pour moi. Et j'ai béni le Seigneur qui nous a mis ensemble. Ce n'était pas facile de se réveiller, d'aller chercher les banques alimentaires et d'aller distribuer par-ci, par-là. Ce n'est pas facile. Et rentrer vite à la maison, faire ceci, tout ça vraiment, que Dieu nous a accompagnés. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. Donc, j'ai béni le Seigneur pour ça. J'espère que Dieu va continuer de travailler ensemble. Merci. Je viens du Cameroun et voilà, j'aspire pour l'association depuis 2018 et l'association est basée au Cameroun, c'est basé en France et représenté au Cameroun. Donc l'association s'appelle EROEV, Espoir retrouver des orphelins et des enfants vulnérables. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette association? C'est parce que je suis orpheline et des parents orphelins qui sont décédés. Et ça m'a parlé. J'ai vu autour de moi des orphelins comme moi se perdre. Et j'avais quelque chose qui me parlait au fond de moi. Chaque fois que je pense à un orphelin, j'ai envie de me lâcher parce que je me dis, un orphelin a besoin d'accompagnement. Un orphelin a besoin d'attention parce que je l'ai vécu à travers mes parents. Et j'ai compris que accompagner un orphelin, c'est sauver une vie. Et pour moi, c'est une grâce, c'est une fierté de partager. Et après ça, je suis aussi très intéressée par le leadership. Accompagner les femmes qui ont perdu espoir, les femmes qui ne pensent plus, qui ne pensent pas à entreprendre, les femmes qui ne voient pas l'avenir dans, je dirais, dans le positif, quoi. C'est pour ça que je me suis retournée vers Maman Bintou. J'ai dit à Maman Bintou, je ne te lâcherai pas. J'ai besoin de toi parce que je suis comme un enfant de la maternelle qui cherche encore son chemin. Oui, on s'est connus, c'était quoi, en 2012, je crois, hein, quand on s'est connus à ce moment-là. J'étais effectivement porte-parole à l'époque d'une association qui s'appelle Des Jeunes pour les droits de l'homme. Et effectivement, comme disait Bintou, c'est important que les gens soient éduqués sur les droits, qu'ils connaissent leurs droits, et puis surtout, d'une part, qu'ils les connaissent, mais aussi qu'ils les fassent respecter. C'est pas tout de les connaître, mais aussi il faut les faire appliquer par les autres. Ça, c'est très important aussi. Donc, nous avions travaillé ensemble depuis toutes ces années, entre des conférences, des stands, pour justement promouvoir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi la Déclaration universelle? Parce que justement, elle est universelle. Donc, l'association a choisi d'utiliser cette déclaration et non pas une déclaration, que ce soit américaine ou française, mais vraiment universelle pour qu'elle s'applique à tous. Et
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Il y a aussi cette association a créé non seulement des petits livrets dans lesquels on a vulgarisé les droits, les 30 droits, mais aussi des petits clips qui illustrent chaque droit. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir me voir et je peux vous donner les liens du site pour que vous puissiez visualiser ces différents petits clips qui parlent beaucoup. Et quand j'entendais tout à l'heure que tu parlais de l'école en Afrique, moi j'étais enseignante en primaire, et un jour je leur ai montré la petite vidéo sur l'école. Et puis une petite fille qui n'était pas contente d'aller à l'école, elle s'ennuyait, etc. Et puis il y avait une petite étrangère à côté d'elle. Et puis elle dit, oh, tu as de la chance d'aller à l'école. Et mes élèves disaient, ah, oui, oh, nous c'est une corvée pour aller à l'école, je ne comprends pas que les autres soient si contents d'aller à l'école. Et je leur ai expliqué qu'il y a des pays, il y a des villes, des pays où des enfants n'ont même pas le stylo, même pas d'école, n'ont même pas de papier, n'ont rien pour écrire, n'ont à peine des fois de la lumière, etc. Et ça a commencé à réveiller quelque chose chez eux pour se rendre compte qu'eux, finalement, sont privilégiés en France et que finalement, ils râlent après ce qu'on leur, entre guillemets, impose d'aller à l'école, mais que en allant à l'école, ils peuvent s'instruire et en grandissant, ils vont peut-être pouvoir apporter quelque chose dans ces pays pour que ces enfants connaissent aussi l'éducation, connaissent leurs droits et puissent aussi bénéficier de cette culture. J'ai fait un stage au sein de l'association AFAS quand j'ai préparé mon diplôme universitaire étudiant-entrepreneur. Et dans le même cadre, j'ai aussi fait une certification d'accompagnement associatif au sein de la MIE, c'est la maison étudiante à Paris, et avec le CAP, le carrefour des associations parisiennes, et aussi dans le cadre de mon projet. Du coup, je monte un projet autour du harcèlement scolaire. Je suis accompagnée par Schoolab et Live for Good, Enactus et Pépite, Sorbonne Université, où je suis à l'université. Ouais, j'ai eu mon diplôme hier, c'est la cérémonie des diplômes. Et c'est vrai que être auprès de Madame Bintou, c'est du coup c'est une motivation, c'est quelqu'un qui nous pousse à aller de l'avant et à ne pas se contenter d'avoir ce que la société nous impose. C'est quelqu'un qui m'a motivée à me lancer, à entreprendre, à aller chercher ce que je veux, à créer moi ma structure où je me sens en harmonie avec ce que je défends. Et mon projet du coup c'est justement ça, un projet qui va accompagner des enfants victimes de harcèlement scolaire en France. Et il est au stade de prototypage, donc on est en train de monter le site, la plateforme avec mon incubateur, et aussi on fait des tests dans des lycées, des collèges pour pouvoir justement faire une étude de terrain et se lancer, se développer. Et merci pour cette soirée, et j'espère qu'elle est enrichissante pour vous autant pour moi. Et bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir invitée. La journée d'aujourd'hui a été une journée mémoriale pour toutes les actions effectuées au bout de nos 20 ans d'existence ici en France, avec l'accompagnement effectif des porteurs de projets qui s'est couronné avec cette remise de prix en guise de reconnaissance des talents innovants. Et chaque femme, pour nous, c'est un développement de tout un pays. Donc, on passe toujours des moments solennels comme ça pour reconnaître aussi les nouveaux talents, mais aussi préparer la relève, parce qu'il y a eu la jeunesse aussi qui nous prennent pour modèle, mais en même temps, nous aussi, on leur dit, ça y est, vous êtes sur la bonne voie, donc on reconnaît leurs talents et on les offre un petit cadeau en échange de leur investissement dans tout ce que nous faisons dans notre association. Le secret est dans ce regard de toutes ces femmes qui, à chaque fois que tu veux baisser les bras, ils te disent non maman, on y va, on y croit encore. Et comme l'avait dit un intervenant, quand tu croises les gens ou les personnes qui adhèrent à la vision que tu portes et qui s'approprient aussi la vision,
Parce que non seulement nous sommes une association, mais on les accompagne à ce qu'elles aussi créent leurs propres associations. Donc on les amène vers l'autonomie. Et cette autonomie fait que quand un enfant grandit, on lui montre seulement la voie. Et une fois qu'il a trouvé sa voie, on lui dit bye bye, tu as pris beaucoup des ailes, tu peux maintenant t'envoler tout seul. C'est comme les petits poussins. On est comme une mère avec des enfants, mais une fois que les enfants atteignent la maturité, il faut les mettre sur la voie du bonheur. Et ce chemin-là, nous les frayons ensemble. Et on reçoit beaucoup aussi. Hein. Ce n'est pas que nous qui recevons, il n'y a pas que nous qui donnons, mais nous recevons vraiment dans leur regard, dans les histoires, dans les parcours de vie de chaque femme. Nous essayons de faire en sorte qu'on améliore leurs conditions de vie, mais aussi leur qualité de vie. Parce que les conditions de vie, ça s'arrête seulement à ce que nous pouvons avoir, à l'avoir. Mais nous, on met plus d'accent sur l'être, ce que nous sommes, ce que nous voulons être. Et c'est ça qui nous amène cette voie de l'excellence. Et au début, nous avons été accompagnés par les GRDR, dont vous avez vu l'association Annie. On s'est croisés au GRDR. Après vient le réseautage avec Olivier Chazy, un partenaire officiel pour l'encadrement des enfants des rues. Il y a AMI en RDC avec l'apôtre Emmanuel Mukyoku pour tout ce qui est direction artistique et ces concerts humanitaires qu'on organise chaque mois d'août. D'ailleurs, la deuxième édition arrive encore en août 2022. Celui de 2021, c'était un succès en pleine Covid, mais on est arrivé quand même à dire oui, on peut encore redonner la joie. Là où il y a les zones de conflit, on est parti là-bas et on a organisé ces concerts Namshukuru qui aujourd'hui est resté gravé dans la mémoire des victimes de viols. Et avec cet élan culturel, nous savons que le message passe beaucoup par la chanson. Et c'est comme une langue nouvelle. Et quand les gens arrivent à danser malgré les blessures des viols, nous avons passé des moments incroyables et vraiment ça nous pousse à ne pas baisser les bras. Parce que là où tu crois que tout est fini, et c'est là où tu vois un jeune comme Hilaire qui est à Goma, malgré les volcans, il y a eu l'éruption volcanique, mais qui te dit non maman, nous pouvons encore créer ce projet de production de champignons dans une terre aride où tout a été calciné. Et voilà l'espoir rené dans les visages, dans ces sourires de toutes ces personnes. Et moi j'ai envie de puiser ma force dans leur regard. Quand tu puises ta force dans leur regard et qu'ils t'apportent un plus et que toi tu donnes juste la méthodologie pour t'en sortir, on s'est dit on est complémentaires. Donc c'est avec joie. On ne voit pas les années passées, bien que tous nos enfants sont nés avec la création d'AFAS. Quand je vois mon premier fils aujourd'hui, un master MBA à 24 ans, mais c'est toute sa vie qui a accompagné la création d'AFAS. Et quand tu vois cet âge-là, tu te dis, mon Dieu, c'est une partie de ma vie consacrée quand même à l'activité humanitaire. Et vraiment, on reçoit beaucoup. On donne peu, mais on reçoit beaucoup. Et surtout, savoir investir dans l'humain, pas dans l'avoir. L'argent passe, mais les compétences restent. Mot de la fin, maman. Mot de la fin, merci à toutes ces associations, ces fondations qui nous font encore confiance aujourd'hui, ces églises, la CEAF qui nous fait confiance aujourd'hui, AMI à Kinshasa et beaucoup d'autres. Les mouvements des jeunes pour les droits de l'homme, il y a vraiment des vrais coachs qui ont cru en nous et qui maintenant commencent à nous regarder avec un regard où est-ce qu'elle veut aller encore. Et moi, j'ai envie de dire, je vais aller là où vous voulez qu'on aille ensemble. Donc, c'est ensemble qu'on peut bâtir encore un monde, une nouvelle civilisation avec cette jeunesse pleine d'élan, plein de compétences. Et je sais que ça sortira quelque chose de beau pour les continents africains. Et comme chez nous, on dit une femme, un pays. Chaque femme chez nous représente un développement d'un pays africain.